Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Multi-21. Et oui, nous sommes déjà de retour. Au moment où nous enregistrons, vous écoutez sûrement la preview F1, mais nous enregistrons la preview WEC. Et pour continuer ce marathon, comme disait Mick Mill, je suis avec Thomas Felizardo. Salut Thomas. Salut Clément, salut à tous. Forcément, on va parler encore d'une catégorie où il y a plein de Ferrari, tu es là. Bien évidemment. Forcément, oui, dès qu'il y a du rouge et dès qu'il y a du rouge qui gagne, alors, il y en aura au moins un des deux cette année, j'espère. On va en parler justement, parce que s'il y a bien un championnat dans lequel il y a du rouge qui peut gagner de partout, c'est ce championnat du monde d'endurance. Petit rappel, donc la saison commence ce week-end au Qatar en même temps que la F1. On va être sur une saison de 8 rounds. On va avoir 9 constructeurs en hypercar, 9 constructeurs en GT3 AM, ça on va reparler. Exit le LMP2. Si on peut parler vite fait Thomas des constructeurs qu'on attendait qui ne sont pas venus en hypercar, on attendait Acura qui n'arrive toujours pas et Van Wall et Glickenhaus se sont fait refuser leur dossier, enfin plutôt Van Wall, Glickenhaus a jeté l'éponge. Les 9 autres constructeurs qui ont une LMDH ou une LMH seront de la partie en 2024. Ouais, pour Van Wall, c'était pas spécialement une surprise quand on l'a vu l'année dernière. Le projet partait mal avec Dillman qui partait en cours de route, avec Villeneuve qui était dans les embauchés et qui s'est fait aussi débarquer. Le seul point positif de la Van Wall, c'était vraiment son son qui était fantastique. Par contre, pour Glickenhaus, c'est un petit peu plus dommage parce que je trouve qu'ils incarnaient bien l'esprit du Mans. J'étais pas toujours d'accord avec Jim Glickenhaus, mais je trouvais que l'esprit du Mans était bien incarné par cette équipe et je trouve que c'est toujours une perte de pas avoir ce genre de team sur la grille. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus et puis on a un peu l'impression qu'il a servi de bouche-trou pendant 3 ans et c'est dommage parce que lui a joué le jeu à 100%. De la même façon que Toyota a porté le championnat à bout de bras pendant des années, voilà, c'était un peu les deux pour moi qui méritent, donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Côté GT3, les constructeurs qu'on attendait qui ne sont pas venus sont Mercedes, bien évidemment, on connaît leur histoire avec Le Mans et on peut légitimement penser qu'ils ne sont pas venus. Audi, dont on attendait un retour quand même, et constructeur légendaire au Mans, ou Acura, encore une fois, absent en GT, absent en hypercar, c'est peut-être eux l'éléphant dans la pièce pour 2025, ce qu'on attend sans doute le plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu attends encore un de ces 3 constructeurs-là ou si la grille est assez complète. Non, parce que Mercedes et Acura, pour être en WEC, il faut avoir moi de ce que j'ai compris, pour être engagé dans une catégorie, il faut avoir une voiture dans l'autre catégorie. Alors certains ont joué le jeu, ont tiré un peu sur le système en parlant de groupe. Je pense à Cadillac via GM qui a eu la Corvette, à Lexus qui est via le groupe Toyota, à la GR010, je vais y arriver. Par contre, Mercedes n'a pas d'hypercar, donc Mercedes ne peut pas être éligible en GT, et même chose pour Acura. Alors Acura, c'est dommage parce que eux, ils ont les deux, mais ils viennent pas. Mais et le troisième que tu as cité, c'était Audi. C'était Audi. Audi non plus n'a plus d'hypercar, donc parce qu'en plus le projet avait été abandonné en cours de route pour être transféré chez Lamborghini. Et quand tu regardes, en fait, tous les constructeurs sont dans les deux catégories, alors sauf peut-être Isota Fraschini. Et Peugeot, quand même. Et Alpine, en fait, ouais, effectivement. Alors je sais pas, ouais. Mais normalement, il y avait un deal où il fallait être dans les deux catégories à la fois, et peut-être que ça leur a pas plu. Et je sais pas comment certains ont réussi à passer à travers. Ouais. Mais ça aurait été bien, parce que je trouve que la Mercedes, était dans les meilleurs GT3. En tout cas, dans les mains d'un certain Raffaello Marcello, dont on va sans doute parler aujourd'hui. Absolument. Et ça aurait été bien de l'avoir, peut-être l'année prochaine, puisqu'il se dit qu'il y a une mise à jour de la Mercedes l'année prochaine. Donc ils vont peut-être attendre d'avoir une nouvelle voiture avant de se frotter au reste du peloton GT3. Qui sait. Alors justement, je te propose de commencer par cette catégorie GT3, une catégorie qu'on attendait peut-être avec le retour d'un GT Pro et qui sera uniquement en amateur comme la saison dernière. Je te propose qu'on commence par ça d'ailleurs, avant de parler de des forces en présence. On suit le GT3 depuis des années, notamment par les catégories de Stéphane Rattel, par l'IMSA. On a toujours été excité par cette catégorie GT3 et on était heureux de l'avoir arrivé en endurance, mais malheureusement ça a peut-être un goût de pétard mouillé avec l'arrivée de ces pilotes qui ne sont pas des grands noms, qui ne sont pas les noms qu'on attendait. C'est exactement ça. C'est que effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en off. Je partage ton avis de dire que c'est un championnat du monde, donc il faut quand même beaucoup de pros. Et là, forcer un
Moi, je serais pas forcément pour avoir que des pros, mais forcer un amateur par équipage, pour moi, c'est une énorme connerie. Et ça tue un petit peu la catégorie, à mon sens, qui perd de sa superbe. Et on en parlera un peu tout à l'heure, mais en plus, ça force des pilotes qui étaient des très bons pilotes de GT, et il y en a plein chez tout le monde, à passer en hypercar, parce que c'est là qu'on peut mettre tous les pilotes gold et platine, et on ne peut pas tous les mettre en GT Pro. Et je trouve qu'il y a peut-être des pilotes d'hypercar que je trouve un petit peu limite pour faire partie de cette catégorie, alors qu'ils auraient largement leur place en GT3 Pro si ça existait. Et donc c'est vraiment dommage, et j'en suis à me demander, est-ce que pour suivre du GT3, ben, il faut pas se tourner soit vers l'INSA, soit, comme tu l'as dit, vers les catégories de Stéphane Rattel, à commencer par le GT World en endurance et en sprint. Bah justement, tu parles de l'IMSA. Regarde, si on compare par exemple les équipages Chevrolet en IMSA et en WEC, en IMSA, on a Antonio Garcia, Daniel Jucadella, Alexander Sims, Earl Bamber, Nicky Katzberg, Tommy Milner, que des gros noms, que des pilotes qu'on a. Sacré roster. Ouais, énorme roster. Quand tu regardes chez Chevrolet en WEC, bon certes tu as Daniel Juncadella, tu as Charlie Eastwood, ça c'est des très bons pilotes, mais tu as Rui Andrade, Tom Van Ruppy, Sébastien Baud, Hiroshi Kezumi, des mecs qu'on connaît quasiment pas, des mecs qui sont des bronzes et qui nous excitent beaucoup moins, je suis désolé, qu'un Nicky Katzberg, un Earl Bamber ou un Daniel Juncadella. Mais clairement, et même pour que ça soit pour le néophyte ou vraiment le mordu, le passionné, celui qui connaît tout sur le bout des ongles, il y a un moment quand il y a des noms que tu connais pas, et quand un tiers des noms minimum tu les connais pas, ça aide pas à suivre une série, quoi. Je pense que tout le monde a tenté une fois dans sa vie de s'ouvrir à une nouvelle série, et des fois si tu connais pas toi-même, ou si t'es pas avec quelqu'un qui connaît les tenants, les aboutissants, les forces en présence, les meilleurs constructeurs, les meilleurs pilotes, etc., pour te guider un petit peu et t'aider à comprendre au début ce qui se passe, et pas juste voir des voitures faire vroom vroom, ou des motos, ou ce que vous voulez, c'est pas facile. Et là, c'est typiquement ce qu'on a dans ce championnat du monde GT3, c'est que on a un tiers des pilotes qu'on connaît pas. Enfin, moi, j'aime bien l'endurance, je la suis de près, mais il y a plein de pilotes amateurs que je ne connais pas du tout, quoi. J'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait, de leur niveau de performance. Il y en a certains toujours, Louis Perez-Campan, si tu nous entends, on sait quoi en penser, mais c'est tout, quoi. Et puis c'est pas en bien. Mais c'est dommage, parce que je trouve que ça facilite pas en plus le fait de suivre, alors que quand t'as déjà des pilotes qui ont un nom, qui vont forcément ruisseler plus facilement. Je pense typiquement à Kevin Estre, qui je trouve est un peu au sommet de la vague en ce moment depuis quelques années, depuis ses prouesses tout à fait au Nürburgring, par exemple. Bah tu parlais de pilotes Mercedes, Jules Gounon par exemple, Jules Gounon, des pilotes extraordinaires. Jules Gounon, exactement. Le meilleur français d'Andorre, Jules Gounon. Mais ouais, typiquement c'est le genre de pilote qu'il faut avoir dans un roster, et ça, c'est incroyable de ne pas l'avoir. Et d'ailleurs, tiens, pour donner de l'eau à ce moulin aussi, quand on regarde les essais, alors à part deux constructeurs dont on va reparler très très vite d'ailleurs, mais les 7 autres constructeurs, donc les 14 autres voitures, quand c'est le pilote pro qui a tourné, les 14 voitures sont en moins d'une seconde au tour sur ces essais. Donc on aurait eu avec 100% de pilotes pro, mais non seulement des qualifs extraordinaires, mais des courses de 6h, 8h, 12h, 24 heures de sprint en fait, entre des voitures qui sont absolument identiques, qui se battent avec des écuries extraordinaires en plus, parce que TF Sport, United Autosport, enfin c'est des grosses écuries qui sont derrière ces voitures-là, et on aurait pu vraiment profiter d'un spectacle là où on va voir que finalement c'est quand les pilotes bronze vont être au volant que la différence va se faire, et pas dans le bon sens. C'est typiquement ça, je parlais tout à fait de Kevin S tout à l'heure, mais tu prends un équipage qui a eu quelques fois au Nürburgring avec Vanthoor, Estre et Michael Christensen, c'est le genre d'équipage qui fait rêver, quoi. Et tu sais que ça va attaquer effectivement pendant 24 heures, ça va pas arrêter, et à la fin c'est vraiment le meilleur qui va gagner, et tu as pas toujours l'appréhension de te dire ouais, mais est-ce que c'est pas le pilote amateur qui était vraiment en dessous des autres, avec le risque en plus de planter la bagnole. On a vu des équipages se faire torpiller au propre comme au figuré par des amateurs. C'est toujours dommage, quoi. Et quand tu dois en plus gérer du multicatégorie avec des hypercars et des GT3 où tu as des rythmes qui sont évidemment complètement différents, ou en plus en hypercar, je pense que pour le coup ça va être très serré. On en parlera tout à l'heure, mais moi je pense que ça va être très très serré l'hypercar, et ça va être beau à voir. Le GT3 là-dedans, malheureusement ça donne pas trop envie, et pourtant sur le papier on a des super voitures qui en plus sont belles et sont agréables à regarder. On a toute une nouvelle bande de voitures là qui sont vraiment appréciables, et ça change de ce qu'on a eu en GTE pendant des années. Moi le GTE j'en pouvais plus.
Le GTE, là, voir toujours les mêmes voitures pendant des années, moi j'en rêvais plus. Là au moins on a du nouveau. Alors certes, quand on regarde l'IMSA, il y a pas de temps, et quand on regarde le GT World, il n'y a pas tant de nouveautés que ça, parce que c'est des voitures qui tournaient déjà depuis au moins l'année dernière, si ce n'est plus. Mais ouais, pour quand on regarde que les championnats, on va dire européens et mondiaux, c'est super d'avoir toutes ces nouvelles voitures, et c'est dommage encore une fois qu'il y ait ces amateurs. Même si, pour moi, les amateurs font vivre la catégorie en apportant du budget, mais c'est pour ça, je pense qu'il pourrait y avoir un tiers de voitures ou une moitié de voitures avec des amateurs, au moins 1 ou 2 pilotes amateurs, ça me dérangerait pas. Et avoir un amateur dans chaque équipage, là, j'ai plus de mal. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur le sujet. Championnat du monde pilote pro. Après, je suis pour donner de la place aux amateurs au Mans, en IMSA, en ELMS, tout ce que vous voulez, mais non, mais ça se défend. Mais voilà. Tu parlais de ces voitures qu'on a déjà vues pendant des années, sous différentes versions. Il y a une voiture qui est toute nouvelle, c'est la Ford Mustang GT3. Justement, c'est un peu l'inconnu. Ils se sont renforcés en prenant Proton Competition, mais on les a vus en IMSA pour la première course de la saison être assez derrière. Là, sur les temps autour, je disais qu'il y avait deux constructeurs qui étaient largués forcément parmi ces deux constructeurs. Il y avait Ford qui est la seule équipe qui était au-delà des 101% en termes de rythme lors de ses essais par rapport au meilleur temps établi par la McLaren. On a l'impression pour l'instant de début un peu à tâtons de Ford, et quand on voit que tous les autres sont préparés au WEC depuis des années, sont préparés au GT3 depuis des années, et même pour ceux qui arrivent avec une nouvelle voiture comme la Corvette, en réalité c'est des équipages expérimentés. Est-ce que Ford va pas un peu manger en début de saison sur ce point-là? Moi je pense que Ford, oui, ils vont avoir du mal au moins cette année. On l'a vu à Daytona, hein, ça n'a pas très bien passé en termes de fiabilité et en termes de rythme, j'ai trouvé. Il y a un autre truc qui me fait peur, c'est que ce qui est très bien, on l'a dit, c'est que les GT3 vont se retrouver dans plein de catégories différentes, donc avec la même voiture, on va pouvoir rouler dans plein de catégories. Et typiquement, je fais une petite digression, mais en GT World, le Dynamic GT a rompu son contrat avec Ford, donc je crois qu'il n'y a plus personne qui roule avec Ford. Alors, au moment où on enregistre, ça a été annoncé que Proton allait faire courir des Ford en GT World Challenge Europe cette année. D'accord, ok. Mais ça vient d'être annoncé il y a quelques minutes par Ford. Ok, ça c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire que déjà Proton c'est une super équipe. Et le fait de courir dans un championnat de plus, c'est con, mais ça te fait toujours du roulage en plus sur des nouveaux circuits avec d'autres pilotes, dans d'autres catégories, dans d'autres conditions, sur des courses parfois plus courtes, plus longues, avec de la pluie, plein de choses. Et donc ça permet déjà de développer la voiture. Maintenant, c'est sûr que ils ont pas énormément de voitures qui roulent. Ils ont pas beaucoup d'expérience, c'est pas très bien parti pour l'instant, donc ça va être une année de galère. Il faut bien commencer, c'est courageux de se lancer, je trouve, et ça c'est bien. Maintenant, entre ça et puis deux rosters qui donnent pas spécialement envie, je trouve, à part peut-être Pedersen, mais ouais. Le reste, moi, ça me fait un peu peur pour eux. Je trouve qu'avoir Donny Olsen comme leader, c'est pas un très bon indicateur, parce que encore à percer au plus haut niveau. Et si Porsche l'a pas gardé dans son roadster, enfin s'il est parti chez Ford et que Porsche l'a pas tout fait pour le retenir. Non, mais on est tout à fait d'accord. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Est-ce que Ford n'a pas des errements dans ses choix? Après, dans l'autre façon, est-ce qu'un pilote, comme il y a les places pro sont un peu chères, puisqu'il y a beaucoup d'amateurs, on l'a dit déjà 10 fois, je pense. Est-ce qu'un pilote a vraiment envie de se risquer à aller chez Ford avec tout ce que ça implique, plutôt que sécuriser une bonne place dans une équipe reconnue qui a déjà l'expérience avec une voiture qui a couru 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, voire plus pour certaines. Je pense à l'Aston qui commence. Ah non, l'Aston elle est nouvelle cette année. Ils ont c'est une nouvelle, donc oui, on va avoir la McLaren qui va avoir quelques années maintenant. Ça va être à peu près la doyenne, donc elle est pas très très vieille. Il a eu Rakan aussi il y a quelques années. Mais à part ça, on a beaucoup de voitures. La Lexus aussi est vieille. Mais donc, est-ce que prendre le risque d'aller chez Ford, qui n'a pas d'expérience dans ces voitures-là depuis un moment, parce que la dernière Ford GT en GTE, c'était quoi, 2017, 2018 je pense. En 2018, il me semble, absolument. Ouais, 2018, donc ça commence à remonter à très très loin, même si la voiture était fantastique et les perfs étaient excellentes. Il y avait aussi une équipe pour la faire tourner. Je pense que ils avaient le bon team avec Ganassi. Ouais, moi je pense que c'était pas un bon pari d'aller chez Ford, et donc c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à attirer, parce que si tu te dis je vais chez chez Ferrari, soit j'ai une bonne place dans une 296 qui est une bonne voiture, qui l'a montré en GT World déjà, soit j'ai une place peut-être potentiellement dans une hypercar. Donc
il n'y a pas de débat là-dessus, je pense. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, puisqu'on parlait de Porsche, la transition pour moi, c'est l'autre écurie qui m'inquiète pendant ce début de saison, c'est Porsche justement avec ce team Mantelet qu'on n'a pas vu en WEC depuis 2016 de mémoire ou 2015 même avec l'hypercar Porsche. Ouais, mais qu'on a vu dans pas mal de catégories, absolument. Mais alors, parmi tous les pilotes bronze, j'en connais pas mal sur la grille. Ceux que je connais pas, c'est ceux de Porsche, et ça me fait un peu peur. Et quand je vois qu'un de leurs deux pros, en plus, c'est Klaus Bacher, c'est pas forcément un de mes pilotes préférés. Porsche qui du coup a subi une double fuite de cerveau, une première partie vers ses hypercars bien évidemment, avec même dans les hypercars clientes on retrouve des Julian Handler, des pilotes comme ça qui sont des pilotes maison, mais en plus tu l'as dit vers différents constructeurs GT aussi. Je trouve que ce team Porsche est assez faible. Et moi, c'est l'autre team qui me donne pas trop confiance en ce début de saison. Après, peut-être que je peux me tromper là-dessus. Voilà, c'est mon ressenti. Ben, en fait, je suis d'accord sans être d'accord. C'est-à-dire que pour moi, ils ont une super voiture parce que la Porsche, elle a montré qu'elle savait faire des choses dans toutes les courses GT3 auxquelles elle a participé avant. Je pense que c'est pas forcément la meilleure, mais elle arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Et quand tu la mets, j'en parlais tout à l'heure, mais dans des équipages, elle a Kevin Estre, Lawrence Vanthoor et puis et soit André Lauterer, bon, qui est plus pilote proto, ou un Michael Christensen, ça peut faire des choses qui sont très très belles. Maintenant, il leur manque ces pilotes-là. Comme tu l'as dit, enfin, je l'ai dit aussi, hein, il y a tout un tas de pilotes chez Porsche en proto, des Fred Mako, des Christensen, je l'ai dit 10 fois, enfin tout ça, c'est des super pilotes. Mais ils sont passés en proto. Pour moi, certains sont à un poil limite pour être en proto parce que c'est un style de pilotage très différent. Et ils ont pas ce petit truc là du pilotage alors que c'est des excellents pilotes de GT, il y a aucun démérite à ça. Mais oui, ils ont subi cette fuite de cerveau et malheureusement, je pense que ça va leur porter préjudice alors que, encore une fois, j'insiste, pour moi, ils ont une des meilleures voitures, ils ont une voiture pour jouer la garde, ce qui n'est pas le cas de Ford. Oui, mais Porsche, et Porsche en plus, c'est peut-être quand tu entends toutes les interviews de tous les pilotes, t'as l'impression que tout le monde rêve de Porsche en fait, en tout cas en GT. En GT, tout le monde veut aller chez Porsche. C'est moins le cas en hypercar, mais en GT, tout le monde veut aller chez Porsche. Et tu t'étonnes qu'ils n'arrivent pas au final à trouver plus de pilotes que ça. Moi, j'ai du mal à comprendre leur situation. Et ouais, je suis inquiet pour la partie pilote, mais pas pour la partie voiture. Écoute, effectivement, tu relèves un bon point. J'avais pas parlé de la partie voiture, mais c'est effectivement un des points positifs de cette équipe sur lequel ils pourront compter. Avant de donner nos favoris pour la saison, même si ça va être un peu compliqué, étant donné qu'il y a beaucoup de changements dans cette catégorie GT, je te propose de partir sur un équipage qui t'excite énormément cette saison. Parmi les équipages ici présents, bien évidemment, tout le monde va répondre la 46 avec Valère Rossi, Maxime Martin et Armada Arti. C'est un bel équipage parce que Rossi Martin en GT World ça a bien marché. Et Armada Arti, ça n'a jamais été le plus lent des pilotes bronze, donc le trio ensemble me paraît très très intéressant. Après, s'il faut parler d'un trio qui excite un peu, moi je vais parler du trio de la McLaren numéro 95 avec Geoff Cargill, Nico Pino et Marino Sato. Parce que pour moi c'est un trio qui peut soit être très haut dans le classement, soit très très bas dans le classement. En fait, c'est qui tout double sur ces trois pilotes-là. C'est des mecs qui marchent un peu en on-off. Nico Pino, ça a toujours été le cas de ses carrières. Marino Sato, on est passé de certains très hauts dans sa carrière au bas fond de la F2 ces dernières années. Donc moi c'est un équipage qui pique ma curiosité, et puis avec cette superbe McLaren et dirigée en plus par United Autosport, cette 95 c'est celle que je vais suivre un peu plus que les autres. Moi il y aurait trois teams, trois équipages qui me brancheraient bien. Les deux Ferrari. Alors il y a une Ferrari, il y a la 54 là avec Flore, David Erigon et Castellacci, que je pense assez homogène, et d'ailleurs ils ont fait des temps qui étaient vraiment compétitifs. Donc ça c'est un équipage qui me plaît bien et qui je pense va falloir suivre de près. Je vais passer j'ai trois constructeurs différents, comme ça il n'y a pas de jaloux. Je vais passer chez WRT, mais pas la 46, la 31. À mon avis, alors je connais pas Lung, mais Sean Gelael et Augusto Farfus, je pense que ça peut tenir du très lourd, même si Augusto Farfus ces dernières années m'a un peu déçu, mais j'ai tendance à penser que BMW a le line-up le plus fort au global. Ah ouais, par contre à mon avis, ouais, je pense que quand tu regardes l'ensemble, ouais, ils ont
Ça pourrait faire un très bel équipage pro. C'est pas faux. 100% pro. Et je suis obligé de donner un des deux équipages à Codis, le 78, avec Boguslavski et Van der Linde. Encore une fois, je suis très peu calé sur les pilotes bronze, donc je connais pas Robin, mais Boguslavski et Van der Linde, ça risque d'aller très très vite, ça. Même si la voiture, je suis pas spécialement confiant dedans, même si en IMSA, elle a très très bien marché. C'était une des voitures les plus victorieuses, il me semble, en IMSA. Elle était très très bien emmenée. Avec c'était les 1000 frais, je crois. C'était Émile Frey, c'était en GT World, et c'était Vassar Sullivan en IMSA. Ah, c'était Vassar Sullivan, t'as raison, oui, tout à fait. Vassar Sullivan, donc ça c'était un bon équipage, enfin une bonne team, et Acodis a aussi montré que Acodis et ASP, ils ont montré qu'ils savaient faire des choses. Donc ouais, moi ça va jouer entre ces trois-là. Je suis obligé de dire que l'équipage Ferrari sera devant, mais juste derrière, je mets voilà, c'est ça. Juste derrière, je mets la Lexus 78, principalement avec Boguslavski et Van der Linde, et comme je disais, la WRT 31 avec Sean Gallagher et Augusto Farfus, parce que Sean Gallagher m'a énormément surpris, typiquement en LMP2 ces dernières années. Donc j'ai envie d'y croire, même si c'est pas un pilote que j'apprécie plus que ça. Tu vois, Marino Sato, en fait, j'y crois parce que Sean Gallagher, c'est-à-dire ces pilotes qui n'avaient pas le niveau en F2, mais qui ont quand même été jusqu'en F2, et on l'a déjà dit plein de fois sur cette émission, mais ces dernières années, bien évidemment la F1, tout le monde l'a vu, mais et la F2 a vu son niveau grandement augmenter à un ou deux noms près, Maverick Gunagan, si tu nous entends, nous te parlons, mais à part un ou deux pilotes, sinon le fond de grille, même les pilotes fond de grille, on peut penser à des Roy Nissany qui étaient encore là l'année dernière, restent des pilotes très solides qui pourraient avoir une carrière en WEC, que ce soit en proto ou en GT. Et typiquement, Sean Gallagher, c'est le cas, tu as dit, et c'est pour ça que je crois à Marino Sato. Et pour terminer sur ce que tu disais, la Lexus, moi le seul doute que j'ai, c'est le doute inverse de la Ford, c'est que la Lexus, elle a commencé sa carrière en 2017, on va être en 2024. Ouais, c'est une vieille voiture. Et j'ai un peu de doute là-dessus. Mais c'est pareil. Du coup, si je devais donner un favori pour la saison, même si j'ai du mal, donc toi tu as dit comme favori ultime la 54, c'est ça ? La 54, la 54. Et bah écoute, comme favori ultime, parce que la voiture est absolument sublime et parce que j'adore Alex Riberas, c'est la 27 que je vais mettre, la nouvelle Aston Martin de Heart of Racing Team, et je mets une petite pièce dessus. J'ai du mal à me défaire des trios BMW qui m'ont l'air très attirants, mais je sais pas. Cette voiture m'a l'air faite pour le WEC, donc j'y crois. Ouais, je comprends. Après, l'Aston, c'est pareil, c'est que même si c'est le Heart of Racing qui est un super team, ça reste une nouvelle voiture. Et il y a toujours des pots cassés avec une nouvelle voiture, surtout que elle a commencé à rouler en IMSA ou pas, l'Aston? Non, il me semble pas qu'elle est. Non, elle roule pas en IMSA, hein, donc elle va faire le GT World et le WEC, donc ça fera un peu moins de roulage que d'autres. Enfin, elle roule pas en. Si, j'allais dire qu'elle roule pas en GT Pro, mais si elle a roulé en. Pardon, en plus elle a roulé en GT Pro avec Heart of Racing Team. Je dis n'importe quoi, je t'induis en erreur, excuse-moi. Non, bah ok, dans ce cas, ça peut être. Pourquoi pas, mais je mets toujours une petite réserve sur les nouvelles voitures. Je comprends. On va dire par expérience là-dessus, surtout quand tu as des voitures assez récentes, des voitures qui ont 1 ou 2 ans, elles ont toujours la fraîcheur et elles seront plus rapides parce qu'elles seront déterminées à mon sens. Et pareil pour la Lexus, en plus d'être un peu ancienne, là il y a quand même un changement de voiture pour le team Acodis ASP qui a été habitué pendant pas loin de 10 ans à des Mercedes. Quelque chose comme ça en tout cas, et le fait de changer, je pense qu'ils préparent surtout l'année prochaine où je crois qu'il y a une nouvelle une LC500 ou quelque chose comme ça qui devait arriver, et c'est plus là où ils ont fait le move, mais l'équipage était beau, donc je me suis permis de le noter. Voilà. Mais après par rapport à ce que tu disais, sur le niveau à l'MP2, non, parce que par rapport à la F2, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, comme tu as dit, avec des Nissany, etc., des Marino Sato, il y avait largement de quoi, je pense, faire plein d'équipages complètement pro dans cette catégorie GT, et même des gens qui roulent en GT World ou en Porsche Super Cup, etc. Il y avait moyen d'attirer des gens ici qui font des beaux équipages. Et on absolument, mais je te rejoins à 100% là-dessus. Et puis tu fais bien de citer la Porsche Super Cup, qui est un vivier de talent pour Porsche. Un révélateur de talent fantastique. De toute façon, souvent le champion de Porsche Super Cup ou de Porsche Cup Allemagne, ça devient assez rapidement un pilote officiel Porsche. Donc je pense que c'est un exhausteur de talent qui est très très fort et qui est incroyable.
Du coup, pour transitionner vers cette catégorie hypercar, est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que parmi tous les constructeurs qu'on a vus là en GT3, le seul que l'on pourrait voir potentiellement comme vainqueur d'une épreuve et en hypercar et en GT3 est italien? Je vais être obligé de te dire oui. Je vais être obligé de te dire oui. Après tout le mal que j'ai dit de Porsche, je peux pas dire qu'ils vont gagner dans les deux. J'allais dire justement que j'avais le doute pour Porsche. Voilà. Et alors moi, j'en ai dit un autre tout à l'heure. Donc il y a Porsche sur lequel j'ai une réserve. Ça dépend. Je pense que sur un coup de chance, ils peuvent y arriver. Ça c'est possible. Et moi, je mettrais plus. Alors on va flexer un peu sur l'item constructeur. On va dire le groupe. Je pense que GM peut en placer une aussi. D'accord, ok. Moi, je pense que GM, avec la Cadillac a bien marché. Moi, il y a un équipage dans la Cadillac numéro 2 qui me fait rêver, mais tu peux pas savoir. Earl Bamber, Alex Lynn et Sébastien Bourdet, moi, ça me vend du rêve. Je suis désolé, ça va pas vendre du rêve. C'est Bourdet qui fera pas toute la saison. Hein. Oui, c'est vrai. Mais oui, Earl Bamber, Alex Lynn, oui, c'est un duo qu'on aime beaucoup. Bah, on citait Earl Bamber tout à l'heure parmi les pilotes Corvette GT qu'on voulait voir. Oui, c'est quand même quelqu'un. Et je pense que avec les équipages Corvette, dont un où il y a quand même Jun Cadella, l'autre où il y a Ruendrad, moi je pense que ça peut le faire. En plus avec TF Sport qui est une bonne équipe, même s'ils vont découvrir la voiture. Pour moi aussi c'est une bonne équipe qui a les moyens d'aller gagner. Moi j'y crois. Je pense qu'on va être surpris. Mais moi je mets une piécette sur 3 constructeurs qui vont gagner dans les 2 catégories. Ferrari, GM, on va dire, et Porsche. Eh ben écoute, c'est bizarre parce qu'il y a un constructeur dont on a dit qu'il allait être très fort en GT de par ses équipages, un constructeur allemand qu'on ne voit pas du coup gagner. Et je te propose de commencer du coup par les petits nouveaux, puisque je parle bien évidemment de BMW, mais les entrants cette année, BMW, Alpine, Lamborghini et Isota Franchitti. Alors par qui veux-tu commencer? Est-ce qu'on fait honneur aux plus petits pour commencer? Moi je voulais commencer par BM. Ah vas-y. Justement pour faire le lien, parce que pour moi c'est au terme, si on regarde d'un point de vue global sur les 2 catégories, effectivement il est un peu atypique parce qu'il a on l'a dit, il a des équipages GT qui sont très forts. La N4 GT3 est aussi une super voiture, donc ça va marcher, ça va très bien marcher. Par contre, moi je trouve que le proto BM c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. On l'a vu l'année dernière en IMSA. Alors, pour moi, ils gagnent une course un peu de façon hyper chanceuse. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il faut pas se fier à leur victoire à Watkins Glen parce que c'est une course très atypique dans la saison. Il n'y a pas aussi des éléments qui font qu'ils sont 4e au championnat et ils jouent quasiment le titre jusqu'à la fin? Il n'y a pas une histoire Si, ils sont, ouais. Ils profitent de certains podiums sur des épreuves courtes qui les placent, mais finalement ils terminent 6e et 8e sur le nombre de protos qu'il y avait. C'est le bas du plateau. Mais pour moi, ils vont pas avoir le rythme, ils vont pas, voilà, tout ça. Les équipages sont bons pourtant. Moi, les équipages sur le papier, Dries Vanthoor, Rafael Marcello, Marco Wittmann dans une, c'est difficile de faire mieux. Et dans l'autre, Sheldon Van der Linde, Robin Fringe et René Rast, les gars, si vous en demandez plus, vous êtes déjà exigeants, je trouve. On a, pour moi, la crème de la crème. En plus des pilotes qui ont montré qu'ils savaient faire autre chose que du GT, parce qu'il y a beaucoup de pilotes de GT là-dedans, hein, forcément. Mais ils ont montré, et pas que de chez BM d'ailleurs, mais ils ont montré qu'ils savaient faire autre chose que du GT. Donc, sur le papier, c'est peut-être les 2 équipes. Enfin, pour moi, c'est le constructeur qui a les équipages les plus forts. Moi, je pense que de façon globale, BMW a les plus beaux équipages GT et Proto. Sur le papier. Il y a Toyota qui serait pas très loin, parce que Toyota a quand même 2 très beaux équipages aussi. Mais j'ai un petit coup de cœur pour les équipages BM que je mets juste devant. Mais pour moi, la voiture, elle est pas du tout au niveau. Ils me font très très peur, que ça soit sur la perf ou la fiabilité. Je pense que ça va être assez catastrophique pour eux. Je te rejoins assez là-dessus. En plus, il y a le côté première saison. Moi, je me pose toujours la question Ouais, mais première saison, mais la voiture a déjà roulé une saison en IMSA, quoi. Donc, ils auront pas cette excuse. Pour moi, ils n'ont pas l'excuse, contrairement à Alpine ou Lambo. Alors, c'est vrai, tu as raison. Après, c'était plus pour WRT, mais effectivement, tu as raison, pour BMW, oui. Ils ont pas cette excuse parce que la voiture est déjà déverminée. Et surtout, là où je me méfie, c'est que eux sont venus avec le même team en GT et en Proto. Alors, tout le monde va me dire, oui, mais F Corset sont venus avec 5 voitures. Oui, mais F Corset vient avec 20 voitures et sait gérer 20 voitures. donc, moi, j'ai pas de souci avec F Corset là-dessus. Là-dessus, WRT... ils ont toujours été habitués à leurs 2 protos à l'MP2. Là, on leur met une GT3, une hypercar dans les mains à gérer sur une saison de championnat du monde.
J'attends de voir et je pense que ça. Ils ont fait que de la Audi jusqu'ici, enfin ils ont fait beaucoup d'Audi. Ils ont commencé la BM GT3 l'an dernier, donc ils l'ont un peu plus en main, mais l'hypercar ils l'ont eu qu'en test. Donc moi j'attends de voir, mais effectivement c'est un équipage qui paraissait, c'est un package qui paraissait assez loin au niveau des chronos pour l'instant. Ça reste des essais, je suis bien d'accord. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau des cartographies, au niveau des types d'essais. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, déjà, s'ils accrochent un podium dans la saison, et je dis si, on sera déjà très heureux pour eux. Je suis d'accord, je partage tout à fait. Et pourtant, quand les voitures d'IMSA ont été présentées il y a, on va dire, 1 an et demi maintenant, pour moi, sur le papier, c'était la meilleure. C'est celle qui m'impressionnait le plus. Je pensais que BM était le constructeur le mieux préparé et le plus à même de gagner, et je suis tombé de très très haut, et ça m'inquiète d'autant plus. Parmi les autres arrivants, je pense qu'on peut parler de Lamborghini avant de passer au dossier Alpine. Lamborghini qui, comme Cadillac, tu parlais tout à l'heure, Cadillac ne va arriver qu'avec une seule voiture, ce que je trouve très dommageable. Espérons que ça ne soit que pour une seule saison. Mais un bel équipage. Un très bel équipage. Bortolotti, Mortorac, Fiat. C'est pour ça que je voulais en parler. On est avec une écurie qui connaît le WEC, Iron Lynx, qui va devoir gérer du coup deux équipages en même temps, parce qu'il gère aussi le GT avec Iron Lynx et Iron Dam. Absolument, mais on a un équipage qui était là l'an dernier, qui connaît le package, qui ne débute pas en WEC. Et pour moi, parmi les débutants, Lamborghini est la meilleure force actuelle, malgré ce que montraient les chronos en début. Ouais, moi je vois une saison un peu à la Peugeot. C'est-à-dire une saison d'apprentissage, mais qui à la fin sera loin d'être ridicule, qui sera dans le rythme, qui peut aller accrocher un podium avec un peu de réussite, mais quand même un podium, un beau podium. Moi, c'est le genre d'équipage c'est le genre de saison que je vois pour eux, parce qu'ils me semblent bien préparés. On sait qu'en général, le groupe Vague, ils font pas n'importe quoi quand ils arrivent dans une catégorie, et je crois qu'on l'a vu partout. Donc moi je suis assez confiant là-dessus. D'ailleurs, la Lamborghini, c'est une Multimatic, si je dis pas de bêtises. Donc il commence à y avoir quelques multimatiques qui courent, ça va les aider aussi. La Porsche c'est une Ligier, la Lamborghini. Ah non, c'est une Ligier la Lamborghini. D'accord, ok. Donc à voir. Ouais, j'étais parti sur une multimatique, je sais pas pourquoi. D'accord, c'est une Ligier donc. Ce qui est étonnant, on en avait parlé à l'époque, mais le groupe Porsche pour ses deux hypercars a choisi deux bases différentes. Ouais, ça c'est bizarre. Et c'est pour ça que je pensais que ils étaient chez Multimatic comme Porsche, et ouais, ok. Parce que des multimatiques, pour le coup, il y en a vraiment une petite palanquille qui commence à rouler. Contrairement à la version P2, hein, bien évidemment. Oui, ça on va pas en parler. On va pas se faire de mal. Mais voilà, tu vois, autant si on parle d'Oreca, ils vont avoir qu'une équipe, en tout cas en WEC, ce qui n'est pas le cas en IMSA. Dallara, il commence à en avoir plusieurs, c'est peut-être ça qui va sauver BM. Mais Ligier, ouais, je suis pas sûr que là, pour le coup, il marque des points chez Lambeau avec ça. Là pour le coup je mets un petit bémol sur ce que j'ai dit. Alors j'étais parti vraiment sur une multimatique, mais avec une Ligier, je mets un petit bémol. Écoute, je ne retiens pas ton bémol moi de mon côté, je reste sur tes propos d'avant en disant que ça va être une saison qui se terminera sur une bonne dynamique pour 2025. Non mais après c'est un bon team, il y a des bons pilotes, il y a un groupe derrière qui en sport auto fait toujours des belles choses, même si c'est pas un groupe que je porte dans mon cœur, il fait toujours des belles choses. Oui, il y a quand même du pour. Hein. Parmi les autres débutants, nous avons un team en bleu français. J'ai l'impression de faire une réédition de la preview F1 dans ce qu'on va dire. On a parlé avant, mais cette Alpine A424 qui commence cette saison, on l'a vu derrière lors des essais de pré-saison. Ce qui nous a un petit peu inquiété, même si encore une fois je le redis, les chronos, les essais, le carburant, la cartographie, on n'en sait rien, mais je sais pas toi, mais moi cette Alpine A424 c'est pas ce qui me donne le plus confiance pour ce début de saison, malgré deux équipages que je trouve plutôt dans la bonne moyenne du plateau. Je vais pas les mettre très haut dans le plateau, mais je les trouve dans la bonne moyenne, on va dire. Comme je disais, je sais plus si je l'avais dit pendant le podcast sur la F1, mais en tout cas on en a parlé au moins en off. Moi j'étais plutôt hypé par le lancement de l'Alpine A424 vis-à-vis de sa consoeur F1. Voilà. Moi je trouvais ça bien.
Et puis les essais sont arrivés. Alors c'est comme d'hab, faut faire attention à ce qu'on a en essai, mais c'est quand même pas très engageant parce que les deux voitures sont pile poil dans les mêmes temps, avec un peu tous les pilotes. Et puis on rappelle, juste avant que tu continues, on rappelle l'année dernière, lorsqu'ils ont dû gérer les P2, la saison a été catastrophique et ils ont terminé très loin derrière avec ces deux LMP2 parmi tous les équipages LMP2. Ouais, non mais voilà, exactement. Et donc moi ça me fait un peu peur. Il y a que eux qui seraient avec l'Oreca en WEC. Pourtant, alors l'Oreca, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'il y a sur la Ligier en IMSA. Sur la Cura, tu veux dire? Sur la Cura, pardon. Oui, c'est la Cura que je pense. Oui, la Cura est aussi une Oreca en IMSA et elle marche très très bien. Elle marche très très bien. D'ailleurs, je trouve que les voitures se ressemblent beaucoup. Hein. Sur l'avant, autant l'arrière, on peut discuter, mais alors l'avant, pour moi, c'est très très proche. Parce que pour moi, ça me dérange pas, mais on voit que c'est des voitures qui sont très très proches et qui ont la même base. Maintenant, ouais, il y a ça. Et puis moi, les équipages, je trouve qu'il y a de quoi faire un très bel équipage et demi. Maintenant, pour faire deux équipages, au final, je les trouve un peu moyens, quoi, les deux équipages. C'est pour ça que je dis que c'est dans la moyenne. 30, ouais. Tu vois, autant Nicolas Pierre, Mick Schumacher, là, ouais, ça me vend du rêve. Après, ouais, pareil, Paul Louchatin, ouais, aussi. Après, je sais pas trop, quoi. Tu vois, Habsbourg, Milesi, Vaxivière, surtout Vaxivière, c'est des pilotes sur lesquels j'ai un peu plus de réserve. Je veux pas les juger trop vite, mais j'ai un peu plus de réserve. Et je pense que Alpine a peut-être pas voulu déséquilibrer ses équipages, mais peut-être qu'ils ont fait une connerie parce que du coup il y aura deux équipages moyens ou moyens plus plutôt qu'excellents. Et par rapport aux autres, il y a des équipages, on n'a pas fini d'en parler, mais pour moi il y a des équipages qui vont être très très forts, qui sont redoutables. Et quand tu regardes dans l'histoire de l'endurance, c'est des équipages de très 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 haut niveau. Bah, là il va leur manquer ça, quoi. Après, là où l'équipage de la 35, moi je l'aime bien, c'est que c'est un équipage qui est relativement jeune dans l'ensemble en termes de moyenne d'âge, mais qui par contre a beaucoup d'expérience en endurance au global, et qui s'en est toujours bien sorti. J'ai toujours trouvé que Ferdinand Habsbourg, dans des protos, c'était assez solide. Je dirais pas la même chose de quand il a piloté d'autres catégories de voitures, mais en proto, je l'ai toujours trouvé très solide. Charles Milesi, en proto, ça a su être un leader dans un team alors qu'il avait à peine 20 ans. Et Paul Louchatin, tu l'as dit, ça reste un très solide pilote. Donc en fait, moi j'ai pas de souci avec ce trio-là. Avec l'autre, effectivement, Vaxivière, je le mets un peu en dessous de la moyenne, mais comme je mets Schumacher au-dessus de la moyenne en tant que prétendant à un bac F1, ça me remoyenne tout ça. Tu l'as dit, quand on va passer à d'autres trios, et notamment au trio Toyota, enfin aux deux trios Toyota, la différence va être sévère, mais je trouve que pour une saison d'apprentissage, c'est pas déconnant comme équipage d'ensemble. J'aurais peut-être été chercher un pilote un peu plus exotique à la place de Vaxivière, mais à part ça, c'est pas ce qui les pilotes ne sont pas ce qui m'inquiète le plus dans le package. Là, ça aurait été bien d'aller shipper un pilote chez un autre constructeur. C'est plus ça en fait. Pour remplacer peut-être Vaxivière, qui démérite pas, mais qui pour moi est un petit peu en deçà des 5 autres. Voilà. Moi, Habsbourg, j'ai un poil plus de mal aussi, mais je reconnais qu'il a un certain talent. Mais ouais, je pense qu'avoir un pilote extérieur, ça aurait pas fait de mal pour voir un petit peu, pour la culture au moins, et puis pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Tu vois, je pense que il y avait moyen d'aller chercher des pilotes Rota, par exemple, qui pouvaient être facilement tentés d'aller ailleurs. Surtout que ça a pas mal bougé. Il y a eu Yifei, pour moi. Bah, typiquement. Après, moi, je comprends le choix de Yifei d'aller chez Ferrari. Oui. Hein. Alors là, en plus avec Schwarzman et Kubica, ça me semble très très solide. Oui, on va en parler. Pour un team privé, pour moi, c'est le team, si on va dire team indépendant. Même si c'est pas oui, alors là, ton côté Ferrari te parle, mais ce n'est pas un team indépendant. Hein. Qu'on ne mette pas cette cartouche. C'est un team indépendant. C'est un team indépendant que je trouve le plus fort. Ouais. Bah après, dans ce cas, ouais, moi j'ai du mal aussi à mettre Rota vraiment en indépendant, parce que le soutien de Porsche est pas négligeable, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un indépendant au final? Mais on va dire c'est moins un team usine que la 50 et la 51. C'est ça que je veux dire. Tes propos sont pour toi, je n'y crois pas, mais ce sont tes propos. Est-ce que pour cette Alpine, on est comme sur la Lamborghini et la BMW, c'est-à-dire un podium dans la saison, ça sera bien, ou est-ce qu'on est sur un top 5 dans la saison, ça sera bien? Ouais, plutôt ouais. Ouais. L'année sportive d'Alpine va être compliquée. Hein. Malheureusement, on va pas se mentir. Elles vont être jolies, mais c'est tout. Non, là,
Et on en revient à ce qu'on disait l'autre jour à la preview de la saison de F1. Moi, j'ai pas envie que ça me crame Schumacher. Hein. J'ai pas envie que avec cette voiture-là, pour ne pas être plus péjoratif que ça sur la 424, j'ai pas envie que ça lui crame sa carrière et qu'il se retrouve à faire des fonds de gris dans toutes les catégories où ça marche jamais parce qu'il a jamais la bonne voiture. Là, je pense que tu l'as dit, il y a un équipage qui au global va s'équilibrer, mais qui sera un petit peu en dessous des autres. J'ai peur que ça le plombe complètement. Et si la voiture est vraiment pas bonne, je vais devoir faire une croix sur un retour en F1 chez Williams. Ouais. Et ça va me faire mal. Ça va me faire très mal, ça. Après, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est ton combat, de toute façon. Ça, c'est pas... Ah ben, on a les combats qu'on mérite et qu'on choisit. Hein. Personne ne me l'a imposé. Dernier constructeur débutant sur la grille, on va en parler très vite fait, mais Isotta Franchini qui arrive donc avec une voiture, la numéro 11. Alors, on nous avait vendu un trio pas terrible et c'est encore pire que prévu puisque les pilotes ont été changés. Alors, on a toujours Jean-Carl Vernet, notre français qu'on aime beaucoup et qui sera un très solide pilote. Après, par contre, alors Carl Bennett, moi je trouve que de le faire passer directement des catégories de feeder series à l'hypercar, va falloir qu'il se mouille la nuque, le jeune Thaïlandais. Et Antonio Serravalle, bon, bah, alors là, c'est festival du slip. Est-ce que, quand on prend le global, le trio de pilotes, la voiture, les personnes qui sont autour, puisqu'on connaît un peu les entités, notamment HWA, qui sont autour de ça, est-ce qu'on est plus proche d'une entrée à la Glickenhaus ou d'une entrée à la Van Wall ? Eh ben, je vais le dire à la Van Wall parce que pour moi c'est un vrai acte manqué. C'est-à-dire que c'est une équipe à laquelle je croyais, une voiture à laquelle je croyais parce que je les avais trouvés assez sérieux dans tout leur processus d'entrée en WEC. Ils avaient annoncé des beaux équipages, etc. Et je peux pas m'empêcher qu'il y a une vraie connerie qui a été faite, quoi. Tu gardes Jean-Carl Vernet et tu prends deux pilotes qui ont plus de volant en hypercar au hasard, et ça va faire un peu franco-français, mais au hasard Dillman et Dumas. Au hasard. Et à mon avis, t'as un super équipage. Au hasard, vraiment comme ça. Ou tu vas chercher Esteban Guerreri qui était là l'an dernier aussi. Par ou exemple. Tristan Vautier qui a fait une pige. Voilà, par exemple. Mais voilà, un trio français, moi, Dillman, Vernet, Dumas, ça m'aurait bien plu. Et je pense qu'en plus, c'est des pilotes qui avaient une belle expérience avec d'autres constructeurs dans d'autres catégories, qui avaient vu plein de choses. Et je pense que c'était des pilotes parfaits. Alors, c'était peut-être pas les seuls à être parfaits, mais en tout cas, largement plus que ceux qu'on a là. Pour moi, c'était des pilotes parfaits pour Isotta Franchini, et j'étais hyper hypé là-dedans. Je pensais qu'il ferait mieux que Glickenhaus, et je pense que ça va plutôt finir en Vanwall, quoi. Ouais. Ça me... Et HWA, moi, c'était une équipe à l'époque qui me hypait aussi. Et quand j'ai vu la gestion de pas mal de leurs programmes, ouais, là, j'ai peur. Ouais, c'est surtout qu'on a eu un changement d'équipe gérante. On devait avoir Vector Sport, finalement c'est Duquesne. Enfin, c'est un peu flou. Et c'est vrai qu'entre le projet de base qui se rapprochait vachement d'un truc à la Glickenhaus très carré et ce qu'on a à la fin où on a l'impression que c'est plus comme Van Wall du scotch et du bric-à-brac. C'est vrai que moi je serais pas étonné qu'on les voit une saison et puis merci, au revoir, merci d'être venu développer votre malheureusement voiture quoi. Alors qu'il y avait moyen de faire un truc. Absolument. Il y avait moyen de faire un truc et le problème c'est que là on va enchaîner Vanwall qui était catastrophique, on en a parlé, mais entre la gestion des pilotes avec Dillman et Villeneuve MDR, la voiture qui était nulle part, en même temps j'avais envie de dire Baïkoles, on l'a vu venir de loin, pourtant le son qui était fantastique. Je pense que c'était une des voitures qui sonnait le mieux au 24 heures l'année dernière. Et le look était fantastique aussi. Alors après, il y avait les déboires juridiques de Vanwall, etc. Ça, c'était autre chose. Mais entre ça, et donc qui était catastrophique, Glickenhaus qui a été mal reçu et qui a envoyé bouler tout le monde. Et maintenant, Isotta Franchini, moi, ce que je me dis, c'est si ça se passe mal, et je pense que ça va mal se passer. Maintenant, est-ce que la fédération va autoriser des nouveaux équipages, des nouvelles équipes indépendantes, des petits constructeurs comme ça à venir en WEC? Je pense qu'ils signent un peu leur arrêt de mort tout seul, quoi. Elle va vouloir forcer soit sur des gros constructeurs, peut-être essayer d'attirer une énième fois Acura, soit dire maintenant vous vendez des Alpines, vous vendez des Cadillac, vous vendez des Porsche aux autres, et puis Porsche ils vont en faire 12 comme à l'époque de la 917 et de la 962 et de la 956, et puis c'est tout quoi, parce que les mecs qui vendent des trapanels et qui savent pas les exploiter et qui prennent des pilotes on sait pas trop où, vous arrêtez quoi. Moi ça me fait peur.
Et malheureusement, moi j'ai toujours aimé cette part de petit artisan, comme on pouvait avoir à la fin des années 2000 en LMP1 avec entre autres les Courage et compagnie. Moi je trouvais ces années-là fantastiques. Il y avait des très belles choses, des très belles voitures. Ça faisait pas beaucoup de perfs, mais l'esprit était là et ça restait sérieux. Il y avait des petits moyens, mais c'était sérieux. Et là malheureusement, on est un peu à l'inverse de ça. C'est la blague des Baïkoles qu'il y avait eu avec les R10, qu'il y avait eu avec les Vanvol, avec tout ça. Et ça me fait de la peine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis pour l'avenir, bon, d'un côté, quand on voit le succès d'un Team Jota, ça encourage à la vente de voitures à des privés. Et puis, on a déjà Aston Martin qui arrive en 2025. On essaye toujours d'attirer Acura. Enfin, pour moi, la grille, elle n'est pas extensible à l'infini. Et si une écurie doit en payer les frais immédiatement, ça sera Isota. Bah, c'est ça. Et puis là, tu vois, il y a aussi Proton qui arrive avec une Porsche, avec une seule Porsche. Peut-être qu'ils auront envie d'en avoir une deuxième bientôt. Peut-être que Peugeot voudra à un moment vendre des voitures aussi. On avait parlé de Pescarolo à un moment, mais il n'y a pas que. Bon, à F Corse, j'ai compris que tu voulais pas considérer ça comme un privé, mais ça reste une Ferrari supplémentaire qui est pas tout à fait officielle. Même si elle en est pas loin, elle est pas tout à fait officielle. Je vois pas Toyota. Effectivement, elle est jaune. Non, non mais c'est un peu comme la 311, tu vois, de chez Cadillac. Elle a un peu le cul entre deux chaises. Mais je vois pas Toyota vendre des voitures à des constructeurs, ce qu'ils n'ont jamais fait. Je pense pas que ça soit dans leur idée. Et pareil pour la BM, personne n'en voudra. Et pareil pour l'Alpine, on en a parlé. Mais voilà, c'est ce qui va se passer. Et peut-être que Lamborghini aussi arrivera à vendre des voitures privées, ce genre de choses. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, tu parlais de Proton, on va commencer par les équipages Porsche, si tu le veux bien, les différentes écuries Porsche. Avec cette question un peu tordue, est-ce que les Porsche favorites en ce début de saison, c'est les Penske ou c'est les Jota? Parce que l'an dernier, on a eu une belle dynamique de Jota, mais en ce début de saison, il semble que Penske retrouve des couleurs, le team officiel. C'est compliqué comme question parce que je vais mettre aussi Proton dans la danse, mais il y a que des beaux équipages. C'est extraordinaire. Que des beaux équipages, ils sont tous extraordinaires. Au global, si tu parles d'un constructeur, bah forcément ils ont plus de voitures, mais ça reste Porsche qui a les plus beaux équipages. Et tu prends des pilotes, tu prends des espoirs, tu prends alors autant Phil Hanson, Oliver Rasmussen, je sais pas pour du proto, mais quand on reste chez Jota, tu prends Steven, Silot, Nato, moi ça me vend du rêve. Button, évidemment, ça vend du rêve à tout le monde. Je trouve que le seul équipage Proton avec Tinknell, Yanni et Handlauer est vraiment très très fort et ça me fait plaisir de voir Handlauer dans cette voiture. Ok, tellement. Pour le coup, il mérite. Après, les équipages Porsche Penske, ils sont imbattables. Et j'ai dit beaucoup de bien là des précédents, mais Campbell, Christensen, Mako. Alors tu vas me dire, c'est peut-être des pilotes de GT, mais c'est hyper fort. Et Estre, Lauter, Ventor. Non mais ça me fait rêver. Là, c'est pas moi, j'en parlais tout à l'heure, mais moi, c'est des équipages que je mets dans les meilleurs de l'histoire du WEC, enfin de l'endurance, tout depuis les années 50 si on veut quoi. Je veux dire, c'est vraiment dans les plus beaux équipages. Pour moi, ça va être difficile de battre les Penske, qui en plus ont eu plutôt le développement de la voiture, etc. Ils sont un peu essoufflés parce que je pense que ils ont été un peu déçus d'eux-mêmes. Parce que ça n'a pas toujours bien marché, en particulier au Mans, je pense qu'il y a eu des actes manqués là sur les Penske. Et pour moi, c'est justement au Mans où la dynamique Jota s'est créée aussi. Ouais, exactement. Et la Rota avait l'air beaucoup plus forte à ce moment-là. Et je pense que, bon, par contre, là, entre temps, Penske a eu l'hiver pour recharger les batteries, c'est le cas de le dire. Et donc, je pense qu'ils vont être très très forts cette année. Et pour le coup, s'il y a bien une équipe qui peut gagner, je pense que ça sera eux. Et pour moi, l'équipage numéro 6, il est à surveiller de très 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 près. Moi, mon seul bémol sur cet équipage Porsche, c'est qu'il n'y ait pas Pascal Wehrlein. Ça, c'est. Ouais, non, mais alors, tu vois, dans la 5, à mon avis, tu peux mettre Wehrlein à la place de Campbell. Et ouais, là, ça devient un autre niveau. Mais sinon, moi je reste très curieux de voir ce que va faire Jota en ce début de saison, s'ils vont rester sur leur dynamique de la saison dernière ou s'ils vont un peu marquer le pas par rapport au team officiel. Je trouve que Porsche a les moyens sur certaines courses où la voiture sera très véloce, pas de faire un top 5 parce que attends, après on va parler de deux équipes monstrueuses aussi, mais de placer tout le monde dans le top 10, de tout rentrer sans aucun souci. Si tu as dit, tous les équipages sont très forts. Tout à l'heure, on a loué les louanges de Proton en GT. C'est pas pour ne pas le faire en proto. Ouais, c'est une superbe équipe. Et alors, avec un trio Ticknell, Gianni, Handlauer. Et une livrée. Oh là là, mon Dieu.
cette livrée, moi, elle me vend du rêve. Alors autant là, j'ai du mal avec la Rota parce que je la trouve immonde, mais c'est pas le cas de tout le monde, je sais, donc je rentrerai pas dans le débat. Mais par contre, la Proton, elle est magnifique. Moi, je trouve la Porsche de base immonde. Ah donc, ouais. ouais, Ah moi je la trouve très très belle. Ces phares sont horribles. Moi, je voulais des phares Porsche, des gros phares. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, par contre, ouais, au niveau perf, bon, encore une fois, ça reste que des essais, mais c'est quand même la Porsche numéro 12 qui a dominé les 2 premières séances du lundi avec Nato et Hilot. Et qui a le troisième meilleur temps au global derrière la Porsche numéro 5 et la Cadillac numéro 2. Donc ça reste. C'est ça. Et aujourd'hui, les 2 séances ont été menées par Fred Mako. Oui, c'est ça. Donc, non, mais c'est que un coup sur deux, ça a été la Jota, un coup sur deux, ça a été la Penske, mais les deux équipages ont l'air très très forts. Et pour moi, ça m'étonnerait pas que le team Jota soit le seul team privé, puisque on parlera tout à l'heure de la 83, mais ce n'est pas une privée, mais que ce soit le seul team privé à en prendre une cette saison. Ça c'est possible. Ouais, ça c'est possible. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a... Et très honnêtement, alors alors ça va pas tout à fait dans ton sens, mais même si on met la 83 dans les privés, je pense pas qu'elle gagnera, alors que la 12, je pense qu'elle peut gagner. Ouais. Alors ça je sais pas, mais en tout cas le seul défaut que va avoir Jota, c'est que sur les circuits où la Porsche sera très très fort, ils auront devant eux un team officiel qui du coup sera dans la même configuration, et ça peut être le seul souci qu'ils aient en dehors de la fiabilité. Ouais, mais au moins de pépins ils seront là. Absolument. Ça arrive, tu vois. Donc on va être sur des courses assez longues, il va y avoir des courses exigeantes. Moi j'y crois. Mais Porsche peut gagner dans les deux catégories, peut gagner avec deux voitures différentes. J'allais dire dans les deux catégories. Non, justement, pour moi, ne gagnera pas en GT, mais peut gagner en proto avec deux écuries différentes. Et ça met un peu du baume. Moi, ça me rend un peu heureux, moi qui aime les privés. Je suis content de voir Jota à ce niveau-là. Ce qui est presque triste chez Porsche, c'est que sur tous les équipages, au final, celui qui est sur le papier le plus faible, c'est celui où il y a Button. Alors, ça m'attriste un petit peu. Je sais pas ce que tu veux au petit Phil Hanson, mais je le trouve assez solide. Effectivement, il est pas en termes de vitesse. Il est pas du calibre des autres. Encore une fois, on en parle depuis tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un niveau qui est tellement exceptionnel en WEC, en tout cas en hypercar, que le fait d'être un tout petit peu derrière, tu vois, c'est un peu comme Asbourg. C'est un tout petit peu derrière. C'est pas grand chose. Mais ça fait la différence sur des courses comme ça où tu l'as dit, en fait, on arrive sur des sprints parfois de 24 heures, au moins de 6 heures, et c'est pas la même gestion, tu vois. Sur une endurance à l'ancienne où il y a plus de gestion, je pense qu'il aurait rien envie aux autres. Maintenant, comme on fait maintenant des sprints de plusieurs heures, c'est là où il va peut-être pêcher un tout petit peu. Mais j'ai rien contre lui, voilà. Il faut un premier, il faut un dernier, c'est ça. Non mais j'entends. Pour terminer avec les LMDH, parlons vite fait de Cadillac. Donc tu l'as dit tout à l'heure avec un équipage qui t'excitait beaucoup, moi aussi. Earl Bamber, Alex Lynn, ça me plaît beaucoup. Mais à Cadillac, pour moi, il y a un double acte manqué. Le premier, c'est de partir avec 2 pilotes seulement pour la saison, et le deuxième, c'est de partir avec une seule voiture. D'accord. Je trouve que ce demi-engagement ne les sert pas, et sportivement et médiatiquement. Je suis d'accord. Et moi, c'est le regret que j'ai, c'est que je pense que ils vont être très courts cette année, et tout à l'heure je disais si jamais BMW arrive à choper un podium, je serais content pour eux. Moi je suis pas sûr que Cadillac aille choper beaucoup plus qu'un podium. Tu disais tout à l'heure, toi tu les voyais en gagner une. Pour moi, pour en gagner une, il faudrait avoir de quoi faire des stratégies à deux voitures, ce qu'ils n'auront pas, et c'est là où ça va pêcher, parce que la perf ils l'ont. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il leur faudrait une deuxième voiture. Maintenant j'ai l'impression, en fait, ce qui est bizarre avec cette voiture là, c'est que elle a qu'un équipage en WEC, mais il y en a 3 en IMSA, et les 3 équipages en IMSA ont l'air de bien développer la voiture et elle marche bien. Moi je trouve que c'est une voiture qui est très impressionnante et qui mériterait effectivement d'avoir deux équipages de plus. Pour moi, avec au moins un équipage de plus, en tout cas avec 2 équipages sur toute la saison en constant, pas comme Bourdet qui malheureusement fera pas toute la saison, mais un équipage où il y aurait ne serait-ce que Westbrook, ça me semble être le minimum. Je pense que la voiture pourrait aller tâter quelque part avec Ferrari, Toyota et Porsche. On les met dans l'ordre qu'on veut, c'est pas forcément le problème, mais tu vois, moi je trouve que l'équipage dans les 2 équipages 2 et 3 qu'ils ont mis l'année dernière, donc en plus de Earl Bamber et Alex Lynn et Bourdet, on avait Westbrook, Dixon et Van der Zandt. Pour moi, ça méritait une saison complète, quoi, cet équipage-là.
Alors après, Dixon peut pas le faire à cause de Ouais, l'IndyCar, mais Dixon par à contre, je suis l'IndyCar, d'accord que mais- si tu pars à 2 et 2, tu pars avec Bourdet, Van der Zandt d'un côté et Lynn Bamber, et puis rouler jeunesse, au moins t'as deux Bah, voitures. c'est ça, exactement. Et puis tu peux mettre aussi Westbrook. Je sais pas si Westbrook il est Oui, sur un absolument, autre. tu as raison. Il doit pas être sur un autre. Enfin, je crois pas qu'il soit à temps complet sur autre chose. Et donc ça c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est ce qui manque en développement et en synergie dans l'exploitation de la voiture pour aller chercher le top 3. Parce que je pense que clairement Porsche, Ferrari, Toyota c'est le top 3. Mais ouais, pour moi la Cadillac elle a vraiment beaucoup de potentiel. Elle n'est pas exploitée à son plein potentiel justement. Et c'est ça qui me fait envie de les voir sur une des premières marches du podium. Et il y a un son qui est fantastique sur cette voiture. Pour moi, c'est l'hypercar qui sonne le mieux. Elle te Extraordinaire. Je déchausse suis la d'accord avec mâchoire toi. quand elle passe. Je me rappelle l'année dernière au Mans, pour peu qu'en même temps, t'arrives à avoir le coup de bol avec les 3 Cadillac, plus la 56, la NASCAR Next Gen qui passe en même temps. Ah là, après, il n'y a plus rien. Tout le reste, ça sonne comme des aspirateurs ou des trancheuses à pain, quoi. Quand t'avais les 4 là qui passaient, c'était exceptionnel. Le ronronnement de la Cadillac Ouais. avec le V8 surdimensionné, Incroyable. c'est Incroyable. magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Passons aux hypercars LMH. Ouais. On a parlé tout à l'heure d'Isota parmi les nouveaux. On va parler des revenants. On va commencer par Peugeot. Peugeot qui va commencer la saison avec une voiture de l'année dernière avant de passer sur ce nouveau modèle à aileron. C'est seulement pour le Qatar qu'ils ont l'ancien modèle, entre guillemets. C'est seulement pour le Qatar, absolument. C'est seulement pour le Qatar qu'ils ont l'ancien modèle. Et des équipages très légèrement modifiés. On l'a dit, Stoffel Van Dorn, un peu l'attraction de cette saison chez Peugeot. Qu'est-ce qu'on attend chez Peugeot ? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de Peugeot avant de voir cette nouvelle voiture finalement ? Moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas la nouvelle voiture tout de suite. Parce que j'aurais bien aimé déjà la voir. Parce que je pense qu'elle attise beaucoup la curiosité. Bon voilà, moi je salue pour le coup ce qu'a voulu faire Peugeot avec une voiture un peu différente, en comptant peut-être un peu sur la BOP, c'est vrai. Maintenant ça fait partie du jeu. Moi il y a des règles, faut jouer dans les règles. Je trouve qu'ils ont essayé d'exploiter le truc. Il y avait une bonne dynamique en fin de saison. Moi je les ai vus assez forts, ils m'ont impressionné. Moi j'y croyais pas du tout. Quand j'ai vu le début de saison, je les ai trouvés catastrophiques. Et petit à petit, ça revenait tout doucement. Il y a peut-être manqué un podium pour les récompenser pleinement, mais moi je trouve que ils ont fait un podium à Monza. Oui, il y a un podium à Monza, mais alors Monza c'était une course un peu chaotique. Oui. Je suis d'accord avec toi qu'à Fuji on attendait un peu mieux que ce qui s'est passé. Voilà, typiquement c'est Fuji que j'avais en tête où il pouvait se passer un truc. C'est pas arrivé. Je pense que la dynamique était bonne. Maintenant, ouais, j'aurais bien aimé voir la nouvelle voiture tout de suite, ne serait-ce que par curiosité. Et je trouve ça toujours dommage sur un calendrier qui fait seulement 8 manches, d'avoir une des 8 manches avec une ancienne voiture. Ça fait toujours un peu bizarre. On a des équipages, en tout cas le deuxième équipage avec Di Resta, Duval, Van Dorn, c'est un équipage que je trouve très 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 solide. L'autre équipage, Verne, Muller, rien à dire. Michael Jensen, je sais pas. J'en étais sûr que t'allais tiquer là-dessus. Mais c'est un peu comme mais je suis encore une toi. fois, je reviens à mes Habsbourg et à mes Phil Hanson. C'est des pilotes qui déméritent pas, qui il y a quelques années auraient pas du tout fait. Là, ils font pas tâche, mais ils auraient pas du tout juré. Et là, il leur manque le tout petit truc qui les ferait gagner. Et je pense que par contre, Peugeot a tout ce qu'il faut. Ils ont le mental. Ils ont la bonne démarche, ils ont, je pense, une bonne base. Il faudra voir maintenant qu'il y aura l'aileron. Ils ont une bonne base, ils ont globalement les bons pilotes, les bons équipages. C'est pas forcément les meilleurs équipages, mais c'est des équipages très 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 solides et qui ont pas grand chose à envier aux autres. On a parlé tout à l'heure d'actes manqués d'une réussite à Monza dans des conditions un peu particulières, d'un acte manqué à Fuji. Je pense que le vrai acte manqué c'était Le Mans avec Gustavo Menezes qui malheureusement se plante dans la nuit. Je crois que je me rappellerai toujours vers 2h30 du matin de la Peugeot, j'étais à Mulsanne à ce moment-là, de la Peugeot qui passe au ralenti complètement défoncée. Je crois que j'ai des photos, j'en ai encore mal au cœur parce que je pense qu'elle pouvait vraiment faire quelque chose, parce qu'à ce moment-là elle était entre la première et la deuxième place aux faveurs de la météo et des arrêts. Donc je pense que c'est vraiment ça qui les a minés. Maintenant, ouais, cette année j'y crois un peu plus. Par contre, il va falloir se retrousser les manches parce qu'il y a de la concurrence. Il y a plus de concurrence que l'année dernière. Et c'est peut-être ça là où ils vont avoir du mal. Ça va jouer 1 ou 2 podiums à la régulière. La victoire, ils sont trop courts. Maintenant, 1 ou 2 podiums à la régulière, j'y crois. Et peut-être au Mans d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, c'est que si jamais ils veulent en choper une à la victoire, il faudra être bien meilleur stratégiquement
et bien plus tueurs sur les occasions qu'ils ont que l'année dernière. Sinon, oui, pour moi, ils sont dans une deuxième catégorie derrière, en performance derrière le quatuor Ferrari, Porsche, Toyota et Cadillac. Et sinon, j'ai rien à ajouter à ce que tu as dit au niveau des pilotes. Je suis totalement d'accord. Pour le coup, c'est peut-être la moins. Enfin, c'est ça. À part les Iota Fraschini qui est une privée, c'est quand même clairement la moins bonne des LMH. Oui, ça, on est d'accord, absolument. Et peut-être pas tout à fait au niveau de la meilleure LMDH qui est la Porsche. Je suis d'accord avec toi. Même au niveau de la Cadillac qui est deuxième, je pense que ça se tape. Ça se tape parce que, comme je disais tout à l'heure, la Cadillac a peut-être plus de potentiel s'il y avait plus de voitures. Ça lui ferait gagner le step, mais c'est à cause de ça que la Peugeot en termes de perf est peut-être devant, ça pêche un peu dans l'exécution. Mais j'ai pas grand chose à ajouter à ça, je suis totalement d'accord. Ça me fait plaisir. Il nous reste 2 teams. Est-ce que tu veux terminer par les champions du monde ou par les vainqueurs du Mans en titre? Qui tu veux faire? Je veux parler d'abord de Toyota, donc des champions du monde, parce que c'est pas forcément pour finir par Ferrari, c'est plus parce que vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Non. Tout à l'heure t'as mis une Ferrari, favorite en LMGT3. Franchement, moi je trouve que t'es très objectif depuis. J'ai pas dit que Ferrari était favori. j'ai dit que je voulais d'abord parler de Toyota. C'est pas pareil. La nuance est importante. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais de toute façon, la 296 c'est la meilleure. Comment dire, la Toyota, ils ont des chronos qui, pour l'instant, encore une fois, on va se répéter, c'est que des essais, machin, mais je les trouve pas excellents en chrono. Ils me font un peu peur. Est-ce que, pourtant, alors là, pour le coup, je crois que si on prend les 6 pilotes des voitures officielles, c'est eux qui ont les meilleurs. C'est eux qui ont les meilleurs équipages. Tu peux les mettre dans n'importe quel sens, ils seront toujours aussi forts. Tu peux mélanger les équipes, tu peux mettre un pilote sur la 7, sur la 8, ce que tu veux. Depuis qu'ils ont pu José Maria Lopez, ils ont les meilleurs équipages. Je trouve que... Ce que j'allais te dire, quand tu as 4 pilotes de F1 et que tes 2 autres pilotes, tu es capable de les interchanger avec ces pilotes de F1, c'est que le global est très très haut. 4 pilotes de F1, plus Ryo Hirakawa, qui est quand même pas mauvais en Super Formula, ce qui est pas mal. Mike Conway, qui a montré aussi des belles choses en monoplace. Enfin, ils ont en fait que des pilotes de monoplace et qui ont tous fait des belles choses. C'est ça qui me scie un petit peu, et je trouve que c'est ça qui est beau. Alors même si Hirakawa effectivement fait une petite erreur à la fin du Mans l'année dernière, et ça je pense qu'il l'a toujours en travers de la gorge, et il va vouloir se rattraper là-dessus, mais sinon ils ont clairement les 3 meilleurs, ils ont pas forcément les 6 meilleurs pilotes, parce que ça on va en trouver d'autres un peu partout qui sont à ce niveau-là, mais ils ont des équipages, moi surtout l'équipage de la 8 qui est un peu mon équipage de cœur depuis longtemps. Parce que je les aime beaucoup, quelle que soit la forme quand il y avait l'un ou l'autre, mais des pilotes. Mais non, ça me chauffe bien cet équipage. Je pense pas que la voiture soit mauvaise parce qu'elle était quand même nettement devant. Et la BOP a bien aidé l'année dernière à ce que ça soit un peu plus serré, mais la voiture était quand même devant la GR010. Il y a pas débat. Là, je crois qu'ils vont avoir la puissance maxi au Qatar, mais ils vont avoir un peu plus de poids que les autres. De ce que je me souviens. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je pense que pour l'instant ils cachent leur jeu. J'espère, parce que ça me ferait mal au cœur aussi que Toyota, qui comme Glickenhaus a porté le championnat tout seul pendant des années. Alors c'est autre chose que Glickenhaus, mais ils ont porté le championnat tout seul pendant des années. Ce serait dommage qu'on les saborde maintenant. Et je pense que ça peut faire une belle lutte. Donc moi je serais pas étonné s'ils nous font une Red Bull et que en fait samedi après en qualif ils mettent une seconde à tout le monde. Ça me m'étonnerait pas. Donc c'est pour ça que je voulais en parler tout de suite. Ouais, non mais je comprends. Surtout que il me semble que la dernière année où Toyota n'a pas gagné en endurance, c'était en 2015. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc ça remonte un petit peu. Moi, je le dis directement, je les vois gagner soit minimum le Mans ou le championnat, mais au moins un des deux. Ouais, ben en fait, j'ai envie de te dire que le Mans et le championnat, ça va jouer entre Ferrari et Toyota, en étant tout à fait objectif. Mais un peu comme l'année dernière au final, surtout que Ferrari est dans sa deuxième année, et on va embrayer dessus juste après, mais ils sont dans leur deuxième année, donc ils vont pouvoir aller à une vitesse supérieure avec une voiture qui sera mieux née forcément. Maintenant, Toyota, ils ont l'expérience, ils ont la voiture, ils ont tout ce qu'il faut. Donc pour moi, ça va jouer entre ces deux-là, parce que c'est, pour moi, c'est naturel que les hypercars soient devant, enfin que les LMH soient devant les LMDH. Oui, je suis d'accord. Et c'est les deux meilleurs LMH, quoi. Donc il y a pas à tergiverser là-dessus.
Et sachant qu'en plus Ferrari a planté pas mal de trucs par des conneries soit de gestion, soit de pilote. Hein. Clairement, là-dessus, l'année dernière, Je suis d'accord. Et je pense que si on parle justement de leur duel face à Ferrari, ils ont des équipages qui sont plus homogènes, plus forts, meilleurs. Alors après, Ferrari aura l'avantage d'avoir 3 voitures, mais ils ont, au global, je les trouve plus forts, et je me base pas du tout sur les essais qu'on a vus, parce que j'ai aucune raison de penser qu'ils ne seront pas dedans. Au pire, s'ils ne sont pas dedans au départ, ils vont rectifier le tir très rapidement. Et justement, je pense que s'il y a bien des mecs qui veulent montrer que tous les titres qu'ils ont gagnés au Mans et en endurance, c'était pas parce qu'il y avait personne, c'est les gars de chez Toyota. Et que maintenant qu'il y a 8 constructeurs face à eux, ils veulent écraser tout le monde pour montrer, vous voyez, quand on a gagné contre Riri, Fifi et Loulou, bah, c'est pareil que maintenant. En fait. Et surtout, on n'a pas démérité contre Audi et Porsche. Il y a ça aussi. Non, mais voilà, et alors ça sera, je pense pas qu'ils toiseront à ce point-là, mais de sorte à dire. Non, mais ils auront cette légitimité. Et parce que Toyota a jamais été l'équipe qui a toisé les autres. Ils ont toujours été assez humbles, même quand il y avait personne. Ils ont eu un pilote qui a toisé tout le monde, mais je vois pas de qui tu parles. Un Espagnol qui a retourné en F1. Ça me dit rien. Alors là, ce serait bien la première fois que j'entends ça. Mais tu vois, c'est une façon aussi pour eux de dire, oui, on a gagné, on a écrasé quand il y avait SMP et Rébellion, mais on peut le faire aussi quand il y a Porsche et Ferrari. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et dans ce sens-là, je les vois bien mettre les bouchées doubles. Par contre, c'est vrai que pour faire la transition, en face, on a une équipe qui arrive avec 3 voitures, avec deux trios, qui ont l'expérience désormais et qui, pour certains pilotes, se sont révélés à ce niveau-là l'an dernier. Et une 3e voiture, je sais pas ce que t'en penses, mais alors moi, ce trio de la 83, je l'aime beaucoup. On va commencer par la privée 83. la Ferrari officielle jaune. La Ferrari officielle jaune, si tu veux. Ouais, non, c'est un bel équipage. Est-ce que c'est un équipage qui peut aller chercher de la victoire au général à la régulière sur une course ? Pas sûr. Par contre, c'est un équipage qui peut être sur le podium à toutes les courses. Ah ça absolument. Tu vois, pour moi, voilà, je pense qu'on est d'accord, c'est un équipage qui peut être très solide, très constant. Il va lui manquer le petit truc pour aller gagner. Mais il peut être très solide partout, et à la fin, pour le coup, ça peut-être être le premier équipage Ferrari au général. Parce qu'ils auront peut-être cette solidité qu'il n'y a pas eu ailleurs, parce que j'ai vu des... Oui, je vois ce que parce que si tu veux, j'ai vu des... Enfin, à mon sens, Molina parfois a été un peu en dessous, a fait quelques erreurs dans la première Ferrari, et dans l'autre, on a Alessandro Pierguidi qui était pas le plus rapide, mais qui était le plus solide à mon sens. On a eu un Giovinazzi qui lui était le plus rapide, mais qui était parfois peut-être un peu fébrile et que j'ai pas toujours senti en pleine confiance. Alors peut-être que maintenant dans sa 2e année de WEC, et surtout en tant que vainqueur du Mans, il va plus s'affirmer et ça va le laisser un peu. Et il y a Calado qui parfois a été un peu entre les deux, pas toujours le plus rapide, parfois le plus lent, et puis pas toujours clairement pas le plus serein des trois. Et c'est peut-être là où Ferrari va pêcher. Peut-être qu'un équipage Pierguidi, Foucault, Giovinazzi 100% italien serait un peu plus... Je pense que Ferrari a voulu éviter un équipage 100% italien. Ce serait peut-être un peu plus performant, une meilleure pioche, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour Alpine en fait. Ils ont peut-être 2 équipages qui sont bons, avec des très bons pilotes dans les 2 équipages, mais à qui il va manquer, parce que je pense que Foucault, Nielsen, Pierguidi, Giovinazzi, ça me va bien. Molina, Calado, on en revient au même, c'est des très bons pilotes. Il y a quelques années, ils auraient rien eu à envier à personne. Mais là, sur des sprints de 6 à 24 heures, il va leur manquer un petit truc, je pense. Et c'est ça qui va coûter le titre à Ferrari sans doute, là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Sur Antonio Giovinazzi, pour moi, ces années, il doit s'affirmer comme porte-étendard de Ferrari en endurance. C'est vraiment leur tête d'affiche. Et pour moi, il a tout le potentiel pour justement prendre le pouvoir là-dessus. Je trouve que... Alors, je suis d'accord avec toi sur Molina, un peu moins sur Calado. Je comprends. Mais je pense que pour les deux, il y a la transition GT Proto à voir. Pour moi, c'est plus cette année où on va vraiment voir ce qu'ils valent sur une saison complète. Oui, parce que la transition, ils l'ont fait l'an dernier. Ouais. Donc maintenant, ils ont la voiture en main. Et peut-être justement, ça rentrera dans ton hypothèse de certains pilotes sont d'excellents pilotes de GT, mais sont peut-être un peu trop limites pour le Proto. Et pour moi, ils peuvent clairement entrer là-dedans si ils ne montrent pas tout leur potentiel cette saison. Et c'est là où est l'intérêt de Ferrari d'avoir une 3e voiture, c'est que
Moi, alors Robert Kubica, je sais pas jusqu'à où il peut tenir parce qu'il est plus tout jeune le pépère, mais Ouais, mais en en LMP2, endurance, c'est pas encore. moi, il m'a impressionné dans les Absolument. LMP2 là quand il. Et puis ça reste quand même, alors qu'il a un bras et demi, il reste plus rapide que les trois quarts des mecs qui sont là. Ouais, mais ça c'est exceptionnel. Et il porte le truc à bout de bras, c'est le cas de le dire. Mais non, mais immense respect quoi, parce qu'on s'est beaucoup foutu de lui en F1. Je pense tout le monde n'avait pas forcément en tête le passé de Kubica et surtout les contraintes physiques de la F1, parce que physiquement c'est autre chose. Et puis surtout la Williams 2019. Et surtout la Williams 2019, ouais, tout à fait. Mais pour moi, ça reste un très très bon pilote. Ça reste un pilote où l'entièreté de la carrière est un acte manqué. J'ai utilisé plein de fois cette expression aujourd'hui, mais là pour le coup, Kubica en F1, c'est vraiment le pilote qui est passé à côté. C'est l'étoile filante qui s'est évanouie en entrant dans l'atmosphère. Mais ouais, là-dessus, il est encore excellent, je pense. Mais tu vois, je serais Calado, je serais Molina, je ferais bien de m'activer après cette année de transition, parce que le trio de la 83 pour moi c'est un trio qui peut largement aller dans les deux autres dans son entièreté. C'est pour ça que je te dis, est-ce que la 83 au final sera peut-être pas l'équipage qui sera devant en championnat à la fin de l'année quoi. Parce que même s'il a pas ce petit plus pour aller gagner des courses, pour moi c'est podium à chaque course, c'est largement légitime. Non mais c'est pour ça, et je trouve que Ferrari a très bien fait d'amener cette troisième voiture avec cet équipage là. Et puis aller chercher un Guy Fayet qui pour moi s'est révélé, moi j'y croyais pas du tout, mais qui s'est révélé l'année dernière dans la Rota, c'est super. Déjà il va apporter l'expérience d'une autre voiture, qui est une bonne voiture en plus, il apporte pas l'expérience d'une Van Wall, c'est une super pioche. Et puis Schwartzman justement, comme Giovinazzi, c'est les enfants de la marque, c'est à eux de montrer qu'ils peuvent porter la marque au plus haut niveau. Ça c'est clair. Ouais, mais tu vois, c'est là où je voulais en venir, c'est que Ferrari étant Ferrari, avec tout le passé qu'il y a chez Ferrari, etc., est-ce que Ferrari ne se devrait pas d'avoir, un peu comme Toyota, deux équipages avec que des pilotes issus de la F1 ou de la monoplace? Aller chercher des Giovinazzi, des Schwarzman, des Aylot, des Schumacher peut-être. Je pense que Schumacher chez Ferrari, ça vend des t-shirts. Ça vend des t-shirts. On va pas se projeter sur les prochaines années, mais non, mais pas forcément. Mais je veux dire, là, on s'est dit que les équipages Ferrari étaient un poil en dessous. Est-ce que non mais attends, justement, ce que je veux dire, c'est qu'on sait tous que fin 2024 va y avoir beaucoup de contrats F1 qui se terminent. Ah oui. Est-ce que c'est, tu vois? Alors si c'est pour avoir Bottas, par contre peut-être pas. Mais par contre un Zou, pourquoi pas. Si jamais il est pas reconduit, un Zou, ouais, pourquoi pas, je prends. Non mais tu vois, donc ça sera intéressant. Mais je trouve que chez Ferrari, il y a une double synergie qui va se créer. C'est le fait d'avoir trois voitures pour la stratégie et le fait d'avoir un troisième trio qui pousse les deux premiers à se surpasser. Et c'est pour ça aussi que je les mets juste derrière Toyota, mais vraiment pas loin. C'est que ils ont réussi à encore s'améliorer sans trop changer. En fait, c'est dingue, c'est qu'ils ont gardé tout leur équipage et pourtant ils ont encore amélioré leur équipage. Ouais. Et ça fallait pouvoir le faire. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, je pense quand même que malgré ça, ils ont deux équipages qui sont un peu moins dans les officiels. Ils sont un tout petit peu derrière Toyota et ça va leur coûter soit le titre, soit le mot, malheureusement. Non mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ouvrais le débat. Est-ce qu'il faudrait pas que Ferrari ait que des pilotes en F1 pour le rêve quoi, parce que Toyota le fait, donc pourquoi pas Ferrari. C'était tout. J'entends. Mais je pense que par contre on va avoir une très belle année de WEC. 2024. Moi je suis toujours déçu des championnats du monde qui ont seulement 8 courses, mais dont la moitié sur le Moyen-Orient et puis l'Europe. Faudrait savoir, t'es déçu des championnats à 24 courses, t'es déçu des championnats à 8 courses, mais qu'est-ce que tu veux, mon bon? 18 courses. Allez, entre 12 et 18 courses. Moi pour l'endurance, je trouve que 12 courses c'est bien. 10 je trouve que c'est bien. Allez, 12 ça commence déjà à être beaucoup. Allez, 10-12, ouais, ok. Pourquoi pas 10, mais voilà, moi, il manque. Mais là, tu vois, tu rajoutes Silverstone et Shanghai. Voilà, tu vois. Mais il en manquerait un petit peu plus pour moi. Il y en a d'autres qu'on pourrait rajouter. On pourrait rajouter des Nürburgring, on pourrait rajouter des trucs comme ça. Mais voilà, je pense qu'un championnat à 12 courses, qui serait pas démérité, surtout que le WEC, pour moi, est en prise de vitesse. Bien aidé par le règlement qu'il y a depuis l'année dernière. Enfin, en tout cas, le règlement est plus ancien, mais par tous les nouveaux arrivants depuis l'année dernière.
Moi, j'aimerais bien voir un WEC qui défonce cette année, qui cartonne et qui s'ambitionne dans 2-3 ans d'avoir plus d'équipage pro, d'avoir plus de manches avec plus de circuits, etc. Et pouvoir vraiment nous vendre du rêve et être quelque part un vrai concurrent à la F1 pour devenir vraiment un championnat de vocation. Et pas un championnat de j'ai pas réussi en F1, je vais là-bas. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, tous les pilotes là dont on a parlé pour le GT, des Nissani, mais on pourrait aller à des Pourchères, etc. Peut-être un Martins. Est-ce qu'il faudrait pas qu'ils se déploient des vocations en endurance, parce que tu as des super constructeurs qui font rêver tout le monde, qui ont des super palmarès, etc. Parce que Toyota maintenant, même si de base la marque Toyota fait pas rêver, ça reste un incontournable. Tu as toutes les autres marques qui font rêver quasiment. Au moins pour les Français, les Peugeot avec le 905 et le 908, ça fait rêver tout le monde, je pense. En tout cas chez les pilotes et chez les enfants. Donc voilà, moi c'est ça que j'ambitionne pour le WEC, mais j'ai très hâte de voir cette saison qui va être très très belle, je pense. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour terminer là-dessus, c'est vrai que déjà ce WEC-là maintenant se pose sur 2 réglementations qui sont très saines et très bien construites, l'Hypercar et le GT3. Avec des gros constructeurs. Et que s'ils arrivent à sécuriser l'engagement de certaines grosses équipes, d'au moins on va dire une douzaine de voitures permanentes sur les 6-7 prochaines saisons, avec des voitures qui vont venir partir, mais je pense que Ferrari, Porsche, Toyota en proto, Aston Martin, Corvette et encore Ferrari en GT, ça peut se sécuriser sur plusieurs années, construire autour de ça et avoir véritablement ce que tu dis, c'est-à-dire un championnat du monde qui vient permettre d'avoir une vocation autre que la F1 et qui permet même à des pilotes, parce qu'on a vu ces dernières années un Brandon Hartley, mais je suis sûr qu'il y aurait d'autres cas avec des pilotes qui feraient la transition entre l'un et l'autre sans aucun souci en cas de compétition extrêmement accrue en hypercar. Non mais tout à fait, et on a parlé aussi de Verlaine, on a parlé de tous ces pilotes-là qui sont plutôt en Formule 1. Je pense qu'il y a des ressorts de pilotes un peu partout, surtout la Formule 1 qui est en paire de vitesse et où c'est un championnat que je comprends plus. J'ai pu comprendre son attrait, mais plus maintenant. Donc pour moi, des très bons pilotes de Formule 1 auraient tout intérêt à venir ici. Et comme tu l'as dit, je pense que maintenant il est temps qu'il y ait un noyau dur de constructeurs et d'équipes qui fassent l'histoire du championnat et qui perdure pendant des années et des années, quoi. Et pas un ça va ça vient comme on a malheureusement depuis 40 ans. Non mais je suis absolument d'accord. Et je pense que sur cette note d'optimiste, nous pouvons conclure cette émission. On est très heureux de ce début de saison quand même de WEC, il faut le dire. On était hypé pour la F1. Là, pour le WEC, on est très très excité. Moi, j'attendais plus le WEC que la F1. Ouais, la F1, ça commence un peu parce que ça arrive, etc. Et puis c'est samedi, tu vois, c'est toujours un petit peu spécial de courir un samedi, mais le WEC, ça m'emballe un peu plus. Mais de tous les championnats automobiles qu'on suit, et on en suit quand même une bonne palanquée, c'est celui qui m'excite le plus en 2024, mais très clairement, mais vraiment. Ouais, je mets aussi le GT World, parce qu'il commence à y avoir des beaux équipages, etc. Je le mets pas très loin, ça va être intéressant. Mais c'est très différent, le championnat. Effectivement. Et ben, mon cher Thomas, je te remercie pour cette émission de présentation de la saison. Clément. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés pendant trop longtemps. Allez faire autre chose maintenant. Et course d'endurance, podcast d'endurance. Au moins, vous avez eu le temps de faire votre lessive, votre vaisselle, votre repassage. Là, vous êtes. Clair. C'est bon. Normalement, vous êtes à jour. Absolument. Je pense qu'on fera un bilan à mi-saison après Le Mans. Puisque Le Mans est la 4e course sur 8 de la saison, c'est formidable. Et on verra à ce moment-là pour revoir notre vision, notamment sur ces équipages GT3 où on aura un peu plus vu ces pilotes amateurs, sur la nouvelle Peugeot, sur les entrants Alpine et Lamborghini. Enfin, on va pouvoir faire sur la Ferrari indépendante. Sur la Ferrari qui n'est pas indépendante, bien évidemment. sur les équipages Porsche GT qui sont catastrophiques. Sur tout ça, nous pourrons faire le point. Et, sur la Ford. Est-ce que la Ford aura fini une course sur le podium ou fini une course tout court ? Ah là là là, ça c'est une question qu'on pourrait dire pour terminer. Est-ce que Ford fera un podium en GT avant qu'Alpine en fasse un en proto ? Je devrais pas rire, mais c'est très drôle. Parce que ça peut durer longtemps pour les deux. Hein. C'est vrai. Et puis sur ces belles paroles, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt sur Multi 21. Salut. Merci, à très bientôt, salut.